Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22h. Voici les titres de ce journal. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, regagne le pays en provenance d'Égypte. Et sur la scène internationale, le Sénégal remporte son premier titre de Coupe d'Afrique de Nations. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous rejoindre dans cette édition. Les détails de ce journal à présent. Nous commençons avec les actualités à la une de ce journal où le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a regagné le pays ce lundi, en début de soirée, à l'issue d'une visite officielle qu'il a effectuée en Égypte à l'invitation de son homologue, M. Abdel Fattah El-Sisi. Placé sous le signe du renforcement des liens de fraternité, de solidarité, de coopération, la visite fructueuse du président Guelleh en Égypte a eu pour principale étape l'audience en tête-à-tête qu'il a eue avec son homologue Abdel Fattah El-Sisi. La réunion élargie de travail aux délégations de deux parties qui servit de cadre à la réalisation d'accords nouveaux de coopération, notamment dans le domaine de l'économie, de l'énergie et de l'enseignement entre les deux pays, a constitué un autre moment fort de cette visite historique du président djiboutien en Égypte. Avant sa visite officielle en Égypte, le chef de l'État avait pris part aux travaux du 35e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu du 5 au 6 février à Addis Abeba en Éthiopie. Sa participation à ce sommet a essentiellement été marquée par une importante allocution qu'il fit à la tribune de cet événement. Il avait dédié cette intervention au récit de l'expérience de Djibouti en matière d'efforts liés à la réalisation d'une résilience nutritionnelle et alimentaire, la thématique adjointe au 35e sommet de l'organisation panafricaine. À noter également qu'en marge de sa participation aux travaux du sommet de l'Union africaine, le chef de l'État avait eu des entretiens en aparté avec, entre autres, le Premier ministre éthiopien, M. Abiy Ahmed Ali, et l'émissaire spécial de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique et ancien président de la République du Nigeria, M. Olusegun Obasanjo. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, était arrivé en début de soirée en Égypte pour une visite officielle de 48 heures à l'invitation de son homologue, le président égyptien M. Abdel Fattah El-Sisi. À son arrivée, le président de la République était accueilli par le président égyptien à la tête d'une forte délégation composée essentiellement par les membres du gouvernement de Djibouti. Une cérémonie pour accueillir le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue au palais de l'Etihadiyya en Égypte. Cette visite témoigne l'excellence de relations fraternelles et des liens historiques des deux pays et renforcer davantage également les collaborations des échanges commerciaux et économiques entre les deux pays. Une importante délégation comprenant entre autres le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République arabe d'Égypte et représentant permanent de notre pays auprès de la Ligue des États arabes, son Excellence Ahmed Ali Barre, accompagné du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, dans le cadre de cette visite officielle en Égypte. رائد احمد مراد من الحرس الجمهوري حرس الشرف جاهز للتفتيش يا فندم.
C'est dans cette même optique que le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et le président égyptien ont pris une photo suivie par un entretien en tête-à-tête avec son homologue égyptien, son Excellence M. Abdel Fattah el-Sisi, où une session de pourparlers bilatéraux de huis clos des deux chefs d'État a eu lieu, suivie d'une session de discussion élargie en présence des délégations des deux pays, renforcer les relations étroites et historiques de la coopération entre les deux pays, soutenir la réforme économique, le développement à Djibouti. Le président Guelleh a salué les efforts et rôles de l'Égypte qui contribuent au développement du continent africain et a exprimé l'envie de Djibouti d'accroître l'activité du secteur privé égyptien à Djibouti. Le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et son homologue égyptien, M. Abdel Fattah el-Sisi, ont procédé à la cérémonie de signature de 3 accords de coopération. Il s'agit d'un accord d'entente pour créer un mécanisme de consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères signé par le ministre des Affaires étrangères de Djibouti, M. Mohamed Ali Youssouf, et son homologue, le ministre des Affaires étrangères égyptien, M. Samih Choukri. Un accord également d'entente entre les autorités de port et zones franches et le ministère du Commerce et de l'Industrie égyptienne. Et enfin, le 3e accord est signé entre le ministère de Djibouti de l'Énergie et des Ressources naturelles et le ministre et la ministre égyptienne de pétrole, le ministre égyptien de pétrole et des ressources minéraux. Lors de la visite officielle de 48 heures du président Guelleh, une conférence de presse est tenue avec son homologue égyptien, le président de la République arabe d'Égypte, M. Abdel Fattah el-Sisi, qui a de nouveau souhaité la bienvenue au président M. Ismaël Omar Guelleh en le souhaitant un bon séjour. Voici un extrait. C'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans votre deuxième pays, l'Égypte. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de nos consultations et de la coordination continue entre nous à différents niveaux bilatéraux et régionaux et dans l'approfondissement de nos consultations fraternelles qui ont eu lieu lors de ma visite dont je suis très fier à Djibouti au mois de mai 2021. Ces consultations permanentes confirment les relations stratégiques qui unissent nos deux pays à tous les niveaux, soutenues par une volonté politique forte et mutuelle. Les entretiens d'aujourd'hui avec mon frère, son Excellence le président Guelleh, ont été caractérisés par la franchise et la transparence et ont reflété l'étendue de la convergence de vues entre nous sur de nombreuses questions bilatérales et régionales et des questions d'intérêt commun. Dans ce contexte, nous avons passé en revue, au cours de ces consultations, les progrès réalisés dans les projets de coopération bilatérale entre nos deux pays et nous nous sommes mis d'accord sur l'importance du travail conjoint en vue d'apporter les soutiens nécessaires pour accroître les investissements mutuels et la contribution des entreprises égyptiennes aux démarches de développement économique à Djibouti et les efforts pour y ouvrir la branche de la Banque d'Égypte à venir. Nous avons souligné également la nécessité d'aller de l'avant pour augmenter les volumes des échanges commerciaux
entre les deux pays et établir la zone logistique égyptienne à Djibouti. وجود افتتاح فرع بنك مصر هناك خلال الفترة المقبلة وأكدنا على ضرورة الدفع قدما. De son côté, le président Guelleh a abordé les tensions dans la Corne de l'Afrique, le rôle de Djibouti dans la consolidation de la stabilité, le barrage de la Renaissance également, les derniers développements dans la Corne de l'Afrique, la cause palestinienne et le Yémen, ainsi que les efforts déployés par notre pays pour renforcer l'économie nationale. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. C'est pour moi un grand plaisir d'être aujourd'hui ici, au cœur, capitale de la République arabe d'Égypte. Et je voudrais tout d'abord vous remercier, Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi, pour l'accueil chaleureux que nous avons reçu depuis notre arrivée sur la terre des Kinana, l'Égypte, et pour la généreuse hospitalité. Monsieur le Président, ma présence ici aujourd'hui parmi mes frères en Égypte, après votre visite historique dans votre deuxième pays, à savoir la République de Djibouti, reflète clairement le lien fraternel entre nos deux pays frères et des relations stratégiques solides à tous les niveaux. Ma plus belle visite en Égypte s'inscrit également dans le cadre d'une préoccupation commune et la forte volonté politique mutuelle de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, ainsi que dans le cadre de la concertation permanente sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. J'ai eu des entretiens fructueux avec mon frère, le président Abdel Fattah al-Sisi, qui ont porté sur les moyens de développer et de renforcer les relations bilatérales à tous les niveaux, ainsi que sur divers problèmes et sujets d'intérêt commun. Nous sommes convenus de l'importance de lancer les relations de deux pays vers de nouveaux horizons en développant des cadres de coopération dans divers domaines prioritaires, au premier rang desquels figurent l'économie, les commerces, l'investissement, l'industrie, le tourisme, la sécurité, la culture, l'énergie, les infrastructures et le renforcement des capacités en ouvrant la voie à une nouvelle phase de partenariat existant entre les deux pays. Au niveau régional, nous avons souligné l'importance de réactiver la coopération pour consolider la sécurité régionale. على أهمية تفعيل التعاون لإرساء الأمن والاستقرار الإقليميتين. Autre actualité de ce journal, on revient à Djibouti où le Premier ministre, son Excellence M. Abdul Qadir Kamil Mohamed, a reçu en fin de journée le représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et les pays africains et vice-ministre russe des Affaires étrangères, M. Mikhail Bogdanov. M. Bogdanov a remercié le Premier ministre pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé à sa descente d'avion. Il a également mis l'accent sur les bonnes relations qui existent entre les deux nations sœurs. L'émissaire du président russe, M. Mikhail Bogdanov, a indiqué le souhait que la République de Djibouti appuie et soutienne la candidature de la Russie pour l'Expo 2030. Il a ensuite fait part au Premier ministre du but même de sa tournée dans le Moyen-Orient et les pays africains, qui est la tenue de l'Expo 2030 à Moscou. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a quant à lui souhaité la bienvenue à Djibouti à M. Bogdanov ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Il a de son côté mis l'accent sur cette relation privilégiée qu'entretiennent Djibouti et Moscou depuis toujours et les raffermir davantage. Une relation qui pourrait être élargie dans le domaine socio-culturel, sanitaire ou encore dans les investissements du secteur privé. À noter la présence à cette entrevue du ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Halem, du secrétaire général de la primature, M. Negib Abdallah Mohamed Kamil, de l'ambassadeur de Djibouti en Russie, M. Mohamed Ali Kamil, et la directrice de la communication à la primature, Mme Choukri Ali Boulale. Toujours dans l'actualité nationale, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Mustafa Mohamed Mahamoud, et l'ambassadeur de Chine à Djibouti, son Excellence M. Hu Bin, ont signé aujourd'hui un accord de partenariat pour l'installation d'un institut chinois Confucius à Djibouti.
La cérémonie s'est déroulée au Kempinski Palace Hotel aux grandes pompes avec la participation d'une foule de personnalités issues du monde des affaires chinoises établies à Djibouti. Il faut souligner également la participation en ligne des dirigeants de la Fondation chinoise de l'enseignement international du chinois et les membres du rectorat de l'université normale de Sichuan, maison mère de la dite fondation, qui ont fait des interventions en ligne. Des courtes vidéos vantant l'expansion de la langue chinoise grâce au maillage international de l'Institut chinois à travers le monde ont été diffusées, ce qui a ouvert la voie aux interventions officielles des dirigeants de la Fondation chinoise de l'enseignement international du chinois et les membres du rectorat de l'université normale de Sichuan. Les uns et les autres ont mis l'accent sur les vertus de l'Institut chinois qui permet de rapprocher la langue et la culture chinoise du monde entier. La cérémonie s'est achevée avec la signature de l'accord de partenariat paraphé par le ministre et l'ambassadeur. Il y a moins de 3 mois, la Chine et Djibouti travaillaient en étroite coopération pour mettre en œuvre les 9 programmes annoncés dans la conférence, dont celui pour les échanges humains et culturels. Parmi d'autres nouveaux projets de coopération, l'Institut est engagé, comme le dit par le président Yang, à enseigner la langue chinoise, à faire connaître la culture chinoise, ce qui approfondira l'amitié étroite et favorisera la connaissance mutuelle entre les peuples de notre pays. Le ministre a, dans son intervention, tenu à remercier les dirigeants de la Fondation de l'Université de Sichuan pour leur appui et leur accompagnement et leur précieuse contribution. Il a enfin assuré de son soutien sans faille pour l'installation et le développement de l'Institut chinois à Djibouti. On écoute le ministre. Un immense plaisir de nous voir réunis aujourd'hui pour concrétiser l'accord de coopération entre la Fondation internationale pour l'enseignement de la langue chinoise en Chine, l'Université normale de Xianxin et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour l'installation d'un institut Confucius à Djibouti. Artiste américain a dit « La compréhension des langues et d'autres cultures permet de construire des ponts. C'est les moyens les plus rapides de rapprocher le monde et de le rapprocher de la vérité. Grâce à la compréhension, les gens pourront voir leurs similitudes avant les différences. J'aime à croire que cet institut soit un pont, Inch'Allah, jeté entre nos deux peuples et nos deux pays déjà unis pour de longues années d'amitié, de partage et de coopération. En 2015, le siège de l'Institut Confucius a commencé à envoyer des enseignants chinois à Djibouti pour l'enseignement de la langue chinoise en coopération avec l'Institut des études diplomatiques à Djibouti. Jusqu'à présent, 5 enseignants au total ont été envoyés et plus de 500 étudiants y sont inscrits et le centre de test HSK y a été mis en place en 2021. Ce nouveau projet de partenariat vient donc renforcer cette coopération déjà installée et constitue surtout une formidable opportunité pour nos jeunes d'apprendre la langue chinoise. Ces jeunes, Inch'Allah, bénéficieront de bourses d'études en Chine
après, bien sûr, l'obtention de leur baccalauréat. En effet, ces jeunes sont de plus en plus nombreux à choisir la Chine comme destination pour leurs études supérieures et intègrent également les entreprises chinoises installées à Djibouti, à peu près plus de 30 entreprises chinoises de divers types. Hier matin, c'est l'Institut français de Djibouti qui a abrité une cérémonie de remise de conventions de financement à plus de 7 associations djiboutiennes du projet PISCA, projet innovant de la société civile djiboutienne et coalition d'acteurs. Les 7 associations récipiendaires du fonds PISCA ont été félicitées et ont reçu des mains de l'ambassadeur de France et de la ministre de la Femme et de la Famille les conventions de financement. La vice-présidente de l'UNFD, Mme Hasna Ahmed, a prononcé un discours dans lequel elle explique le programme pour lequel l'UNFD a mérité ce financement. On écoute. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, chargée de la mise en œuvre du programme national de l'alphabétisation, accueille depuis 4 ans une très grande majorité de femmes. Des femmes qui, malgré une situation sociale et économique très précaire, se battent pour apprendre. Partant du principe, les apprenantes sont majoritairement, pour ne pas dire totalement, des personnes socialement très défavorisées. Nous avons estimé que les réponses correctives à une telle situation résidaient dans l'accompagnement des apprenantes les plus méritantes. C'est ainsi que nous avons décidé d'accompagner, grâce à des activités génératrices de revenus, les 30 meilleures apprenantes aux évaluations. Ce projet donnera encore plus de sens à notre programme et aidera les femmes les plus méritantes à améliorer leur quotidien. À présent, les dires de la ministre de la Femme et de la Famille, son Excellence Mme Mona Ousmane Aden, on écoute un extrait. Pour moi, un grand plaisir de partager avec vous, Monsieur l'ambassadeur et l'ensemble de nos lauréats, pour la remise de ces conventions de financement pour notre projet qui a été sélectionné avec le soutien du fonds PISCA. Aux 7 récipiendaires qui sont parmi nous, je présente mes valeureuses félicitations et mes encouragements en leur souhaitant que le bon usage qu'elles feront des sommes reçues contribuera à introduire les changements sociaux recherchés. Cet objectif ultime, mon département le partage avec notre pays ami la France, à travers le fonds PISCA, et les représentantes des organisations féminines de la société civile. Nous travaillons même tous les jours avec la société civile pour la mettre dans les conditions les plus favorables à l'exercice de ses activités sur le terrain et à la promotion du progrès social. Notre mission l'exige, elle exige d'autant plus que la volonté politique au plus haut niveau de l'État, à travers le président de la République, son Excellence Maïlo Marguerite, qui ne cesse de ménager son effort pour renforcer notre conviction à réussir. Il ne saurait y avoir d'alternative à une démarche participative où le ministère et la société civile conjuguent leurs efforts et créent des synergies nécessaires. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, a reçu hier à la zone franche du PK23 Dr Anwar Jamali, le directeur général de l'office chérifien de Phosphate africain, leader mondial dans la production des engrais et les produits dérivés.
Dr Anwar Jamali a échangé avec M. Hadi sur plusieurs sujets, dont l'importance des engrais à travers nos ports à destination de l'Éthiopie. Un volume total de plus de 800 000 tonnes métriques acheminées par 14 navires sera traité par nos ports et livré aux agriculteurs en Éthiopie avant le Karan, le printemps. Le premier navire est déjà à quai au DMP et 7 autres navires sont attendus dans nos eaux dans les prochains jours. Les discussions ont également porté sur l'utilisation du port de Tadjoura comme hub de transbordement des engrais pour les pays dans le péninsule indo-chinoise. Le principal avantage du transbordement à Djibouti des engrais à destination de ces pays est d'écourter le temps de transit de 6 semaines, procurant ainsi une livraison plus rapide. Autre actualité de ce journal, le Centre d'excellence africain de logistique et transport, en collaboration avec la Société de gestion de terminal de Doralé, a organisé aujourd'hui à la faculté d'ingénierie de l'Université de Djibouti une formation de Lean Six Sigma pour les hauts cadres du port et les cadres du département logistique et transport de l'Université de Djibouti. Cette formation à distance durera 9 jours et sera dispensée par un expert de la société Spitfire Conseil, Hussein Mohamed Hussein, responsable partenariat et incubateur, nous a donné plus d'explications sur cette formation. Cette formation a débuté ce matin, le 7 février 2022. Cette formation est destinée à des hauts cadres de la part de SGTD et puis des hauts cadres aussi du département logistique et transport de l'Université de Djibouti. Cette formation de l'université se distingue des autres formations parce que c'est une formation qui est donnée à distance par le SAS, Aspire, du cabinet conseil et se déroule normalement pendant 9 jours. Cette formation, précisément, s'intitule Lean Six Sigma, qui va se dérouler en 2 étapes. Une première étape de 4 jours et une seconde étape de 5 jours. Cette formation, elle est certifiante par le IASS, qui est l'International Association for Six Sigma Certification. À Balbala, à présent, où le sous-préfet du 5e arrondissement de la commune de Balbala a présidé ce matin une importante réunion consacrée à la prévention de la délinquance. Ont participé à cette réunion le sous-préfet du 5e arrondissement de la commune de Balbala, M. Daoud Komanebor, et le capitaine de la police du 5e arrondissement étaient également présents à cette réunion, les membres du conseil de quartier ainsi que les élus locaux pour une large concertation. Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération de sensibilisation à la lutte contre la délinquance dans les différents quartiers de Balbala, aux sous-préfectures du 5e arrondissement, notamment en ce qui concerne la drogue et la prévention de sa consommation par les jeunes. M. Daoud Komane a encouragé les habitants, les élus locaux et les conseils de quartier à lutter contre le problème et à collaborer afin de combattre la délinquance. Je vous emmène au nord à présent, à Obok, dans la première journée au sein de la ville d'Obok. Les autorités de la région ont initié plusieurs projets sous le thème Hayou Yihayou, permettant non seulement de contribuer à la dynamisation de l'économie locale, à la lutte contre le fléau de l'environnement, à la création d'espaces de loisirs, mais également à la plantation des arbres, mais aussi à l'embellissement de cette ville éponyme. Durant la seconde journée, il y a eu la distribution des kits scolaires pour 300 familles vulnérables n'ayant pas accès à l'électricité. Aussi, durant la même journée, a eu lieu une visite dans la localité de Assassan afin d'encourager et promouvoir les agriculteurs. Les autorités de cette région ont profité de cette tournée qui est la tournée du Premier ministre, accompagnée d'une forte délégation ministérielle qui était en tournée à Obok pour rencontrer tous les responsables des services déconcentrés et décentralisés afin de s'enquérir davantage de l'état réel de fonctionnement de ces services pour lancer ces activités. Dans la journée de vendredi, le Premier ministre et sa délégation ont honoré de leur présence pour la distribution des kits solaires au profit de 300 familles de Fanteheru. Dans la même journée, des actions de nettoyage de l'artère principale, embellissement de la ville et la donation des kits importants de matériel agricole et plantation des acacias dans la localité de Assassan pour encourager les agriculteurs et préserver l'environnement. Toutes ces activités phares ont vu l'implication totale et la ferveur de la population
aubocoise. Le mouvement de la jeunesse une et indivisible effectue toujours sa tournée, cette fois comme toujours en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Cette association, ce mouvement a organisé ce matin au GDC de quartier PK12 pour sensibiliser, encourager cette fois les jeunes de ce quartier à renforcer la citoyenneté numérique dans les réseaux sociaux. L'objectif de cette campagne est de transmettre une approche responsable et civique des jeunes dans les réseaux sociaux. Les responsables de ce mouvement ont conseillé les jeunes du quartier de PK12. Après la clôture de la conférence, les jeunes de ce quartier ont à leur tour remercié le mouvement de la jeunesse une et indivisible pour cette louable initiative et incitative et ont promis de sensibiliser leurs pairs tout en renforçant la citoyenneté numérique. Le mouvement de la jeunesse une et indivisible a clôturé sa campagne de sensibilisation des jeunes à la citoyenneté numérique de la capitale dans le quartier de PK12 et continuera sa campagne dans les régions de l'intérieur. Et cette autre culture, cette génération qui grandit avec le numérique, il ne faut pas que soit imprégnée complètement de cette culture. Il faut aussi qu'elle grandisse, cette génération du numérique, hein, entre guillemets, avec notre culture. Il ne faut pas qu'elle soit acculturée. Chers auditeurs et auditrices, nous nous approchons de la fin de cette édition. Nécrologie de ce journal à présent, nous apprenons par la plus grande tristesse le décès de feu Daher Abdullahi Wabri, qui s'est éteint le vendredi dernier en Turquie, où il a été évacué une semaine avant sa disparition. Feu Daher Abdullahi, né en 1955 à Ouéa, était un sage et un père de famille. Il a laissé derrière lui une grande famille dont son épouse, 16 enfants et 24 petits-enfants. Suite à cette triste nouvelle de cette disparition brusque du feu notable Daher Abdullahi Wabri, le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Ghedi, le préfet de la région d'Arta, M. Mohamed Cheikho, le président du conseil régional Ilmi Bouh et M. Khadir Ghedi Aye s'associent à la douleur de la famille du défunt et ses proches éplorés par cette perte et adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille. Prions tous qu'Allah, le Tout-Puissant, l'accueille dans son Jannat al-Firdaus. Amin. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Pour les actualités internationales, je vous le disais dans les titres, les Lions du Sénégal règnent enfin sur l'Afrique. Ils ont remporté leur toute première CAN contre l'Égypte au bout d'une finale très fermée où Sadio Mané a transformé le tir en but décisif. Supérieur dans le jeu face à une équipe d'Égypte qui n'a jamais cherché à jouer, le Sénégal a dû attendre la fin de la séance de tir au but pour remporter le premier trophée de son histoire. Sadio Mané a conclu la séance en réussissant son penalty alors que Gavaski lui en avait bloqué un en début de match. 3 ans après l'échec en finale au Caire, le Sénégal peut savourer, il soulève enfin le premier trophée de sa longue histoire footballistique. L'Égypte espérait reproduire son braquage du tour précédent en emmenant son adversaire au bout de la prolongation, mais les Lions de la Teranga sont parvenus à remporter leur séance de pénalty face au Pharaon. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.